Les Ukrainiens, les Palestiniens, les Kurdes et nombre d'autres peuples partagent un point commun. Tous subissent un processus de linguicide. Imaginez-vous qu'on change le nom de votre ville, de votre rue, qu'on détruise vos livres d'histoire et qu'on interdise votre musique. Qu'on empêche vos enfants de comprendre leurs grands-parents et donc d'apprendre à connaître leur histoire et à s'approprier leur identité. Selon le géographe Roland Breton, le linguicide est l'un des procédés les plus décisifs de l'ethnocide, car la langue est l'indice le plus résistant d'une ethnie. Et Raphaël Lemkin le disait déjà dans les années 40. Étouffer une langue, c'est s'attaquer à l'âme même d'un peuple. Vous êtes sur 0 degré, moi c'est Johan Forget et je vous explique tout. Le linguicide, c'est la mort forcée d'une langue, provoquée par des politiques de domination. Quand une langue est victime de linguicide, ce n'est pas une simple langue oubliée comme le latin. Et c'est pas non plus l'effet du hasard ni du temps qui passe. C'est l'éradication d'un trait identitaire majeur pour briser la cohésion, la mémoire et la transmission d'un groupe. L'étymologie du mot linguicide est assez simple. Lingua veut dire langue en latin et cide veut dire tuer, donc littéralement tuer une langue. Et ce qui est notamment intéressant avec ce terme, c'est qu'il est méconnu, peu évoqué et encore moins enseigné. Pourtant, le mécanisme du linguicide est central dans n'importe quel génocide ou ethnocide. Et cela depuis très longtemps. Déjà dans la Rome antique, l'assimilation des peuples conquis passait par l'imposition du latin en premier lieu et la marginalisation des autres langues en second lieu. Évidemment, le linguicide était aussi une arme redoutable dans les périodes coloniales. Les langues amérindiennes, africaines, asiatiques et j'en passe ont toutes été systématiquement visées par les pouvoirs coloniaux. Mais alors comment est-ce qu'on fait pour tuer une langue ? Pour commencer, l'école est souvent le premier champ de bataille du linguicide. Pourquoi ? Parce que c'est là que se transmettent les savoirs, les valeurs et la mémoire collective. C'est assez simple à comprendre. Si on empêche les enfants d'apprendre à lire, écrire et réfléchir dans leur langue première, eh bien cette langue devient rapidement un souvenir, puis s'éteint. En Ukraine occupée par exemple, dès qu'une région tombe sous contrôle russe, les écoles sont réformées en urgence. Les manuels scolaires ukrainiens sont retirés, l'enseignement se fait désormais en russe, et les symboles nationaux ukrainiens disparaissent des salles de classe. Les élèves se voient alors imposer une histoire qui n'est pas la leur et qui nie leur propre passé. Autre exemple en Turquie, où depuis 1982, l'article 42 de la Constitution interdit toute autre langue que le turc à être enseignée comme langue maternelle à l'école. Le peuple kurde est l'un des peuples qui a le plus souffert de cette interdiction, puisque des millions d'entre eux n'ont jamais eu le droit de suivre un cours dans leur propre langue. Autrefois, des affiches dans les écoles disaient même « parle turc », soit turc. Et les enfants étaient parfois sévèrement punis pour avoir utilisé quelques mots kurdes dans la cour de récréation. Pour aller plus loin, le linguicide passe par l'interdiction pure et simple. Ce n'est pas juste une question de ce qu'on peut apprendre à l'école. On va jusqu'à rendre illégal l'usage de la langue dans la vie publique, dans les médias ou même dans les espaces administratifs. Cette criminalisation vise à faire taire, à intimider et à invisibiliser la langue minoritaire. En Palestine par exemple, le processus d'hébraïsation de la toponymie est révélateur. Après 1948, des milliers de noms de villages et de quartiers arabes ont été supprimés, effacés des panneaux routiers et des cartes officielles pour être remplacés par des noms hébreux. Ces changements ne sont pas neutres. Changer le nom d'une ville, d'une rue, d'un quartier, c'est effacer l'histoire de ce quartier, l'histoire du peuple qui y a vécu. Autre étape de ce linguicide, s'en prendre au patrimoine intellectuel et culturel. Autodafé de livres, fermeture des bibliothèques, censure des médias et des chansons dans la langue ciblée, voilà comment on prive un peuple de ses repères, de son histoire et donc de sa capacité à transmettre son identité. Les chanteurs kurdes par exemple, les Dengbesh, qui racontent l'histoire et la mémoire des luttes de leur peuple à travers la musique, ont souvent été persécutés. Leurs chansons, porteuses de revendications identitaires et de liberté, ont été interdites. Et certains artistes ont vécu toute leur vie dans la précarité et la clandestinité en raison de leur engagement culturel et politique. En Palestine, c'est la destruction systématique de la littérature et des archives historiques palestiniennes qui illustrent cette étape. L'occupation israélienne a par exemple détruit des bibliothèques, confisqué et censuré des livres, effaçant ainsi physiquement une part importante du patrimoine culturel et intellectuel palestinien, et renforçant par le même biais l'effacement de l'identité collective. Le processus de linguicide repose aussi sur la peur.
Réprimer, arrêter ou menacer ceux qui revendiquent leur langue, c'est briser la capacité d'un peuple à résister. En faisant ça, on transforme une activité culturelle en acte subversif. On réduit alors au silence par l'intimidation ou la condamnation. En Ukraine occupée, des directeurs ou directrices d'école ayant refusé la politique linguistique imposée par la Russie ont été déplacés, parfois même arrêtés ou menacés. Et tout cela juste pour avoir défendu la continuation de l'apprentissage de l'ukrainien. Dans ce genre de situation où on installe la peur en créant des exemples, comme ces directeurs ou directrices d'école, les gens finissent par préférer se plier aux règles que de prendre le risque d'être arrêtés ou menacés. Et c'est un peu normal. Dernière arme, manipuler le discours public pour présenter la langue minoritaire comme un danger pour l'unité nationale. On diffuse la peur, le doute, la suspicion pour faire de cette langue un symbole de division et même parfois de menace. En Turquie, des chaînes officielles ont souvent présenté le kurde comme un dialecte barbare, qui serait au passage incompatible avec la nation turque. La propagande turque a aussi présenté les locuteurs kurdes comme des ennemis potentiels, justifiant les politiques de répression. En Ukraine occupée, la langue ukrainienne est stigmatisée comme artificielle, radicale ou même parfois fasciste par les médias pro-russes. Les affiches, manuels scolaires modifiés et campagnes médiatiques font passer l'ukrainien pour une menace sociale qu'il faudrait éliminer. Vous l'aurez compris, le linguicide c'est bien plus que la disparition d'une langue. C'est une stratégie délibérée pour anéantir un peuple, en détruisant son identité, sa mémoire, sa capacité à se reconnaître et donc à transmettre son histoire. Reconnaître ce phénomène, c'est déceler une étape majeure du processus génocidaire. C'est comprendre que les conflits ne se jouent pas seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans les bibliothèques, les rues et jusque dans les noms qu'on donne aux lieux ou à nos enfants. Alors que l'ONU même qualifie le linguicide de génocide culturel, il est souvent invisible, oublié ou minimisé. Et c'est grave, parce que si on accepte de perdre une langue, on accepte aussi de perdre un peuple. Une population qui avait ses propres repères, ses propres savoirs spécifiques, sa propre histoire. Et donc la meilleure arme pour lutter contre ce génocide silencieux, c'est la transmission. Parce que quand on en parle, on contribue à documenter et analyser ce phénomène pour éviter qu'il ne se multiplie. Et même si aujourd'hui j'ai choisi de parler des Ukrainiens, des Palestiniens ou des Kurdes, il existe des centaines d'autres peuples qui sont réprimés à travers le processus de linguicide. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, à mettre un like et à commenter un prochain sujet que t'aimerais que j'aborde. 0° est aussi sur Insta et TikTok si des formats plus courts t'intéressent. À la prochaine!